Salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans Combat pour la nouvelle stratosphérique du mois, de l'année peut-être, concernant, allez, on va dire les zoos. Tu as peut-être entendu parler qu'il y a les deux célébrissimes pandas du zoo de Beauval qui sont envoyés en Chine le mardi 25 novembre, après 13 ans de bons et juteux et très rentables services en France. Donc ces deux-là s'appellent Wanwan, la femelle s'appelle Wanwan et le mâle Yuanzi. Ouais, en effet, ils étaient arrivés en 2012. Mon but, c'est de te décortiquer un peu cette news qui, une fois de plus, permet de raconter des choses très intéressantes, très savoureuses. Donc d'abord, l'aspect juste informationnel, qu'est-ce qui se passe ? Donc ce retour, il faut que tu saches qu'il s'inscrit dans le cadre d'un programme international de conservation chinois, de recherche et de reproduction des pandas géants. Donc malgré ce départ, le zoo de Beauval, il va continuer à présenter des pandas à ses visiteurs, car tu t'en souviens peut-être, ce couple avait donné naissance à 3 bébés, ce qui était alors une première en France évidemment. Donc le premier c'était un mâle qui était né en 2017, lui il est reparti en 2023 en Chine, et après Yuan Meng en 2017, les jumeaux Yuan Dudu et Wan Lili ont suivi en 2021. Et elles, justement, elles vont rester à Beauval apparemment jusqu'en 2027. Alors, leurs parents, là, qui sont partis, ce départ était prévu. C'est ce qu'a expliqué Rodolphe Delors, qui est le célèbre directeur du parc de Beauval, qui est le plus grand et le plus visité des zoos français. Chaque année, c'est plus de 2 millions de visiteurs. Et ce Rodolphe Delors, son nom n'est pas inutile si tu aimes suivre ce qui se passe dans l'actualité du vivant. Rodolphe Delors, c'est le président de l'AFDPZ, c'est l'association française des parcs et zoos, en résumé. Donc c'est un peu aussi le porte-parole des zoos, et c'est le patron du plus grand zoo français. Voilà. Et lui, il a expliqué que, conformément à un accord de coopération, les pandas, ils doivent retourner à Chengdu, ce fameux centre en Chine, où il y a les pandas, où ils sont évidemment sauvegardés, élevés, enfin, où ils sont sauvegardés, où ils sont protégés. Je crois que c'est dans le Sichuan, en tout cas, c'est en Chine. Et le départ de ces deux adultes-là, du zoo de Beauval, était prévu initialement en janvier 2027, et ça a été avancé parce que la femelle, elle est un peu malade. Et t'imagines bien que ça serait une catastrophe que un panda qui n'est que prêté, je vais y revenir, il est prêté par la Chine à des pays dont ils veulent s'attirer les faveurs, tu vois, je vais y venir dans un instant, c'est vraiment du soft power, c'est ça qui est intéressant dans cette news. Eh bien cette femelle, elle a une petite insuffisance rénale, ce qui est normal vu son âge, et donc il préfère la faire voyager pendant qu'elle est encore en bonne santé, d'où le départ là, de ces deux pandas. Donc comme je te l'ai dit, c'était les petites jumelles là, qui sont aujourd'hui âgées de 4 ans, qui étaient nées en 2021, qui devaient repartir, mais du coup ils ont un peu inversé, et les petites femelles elles vont rester plus longtemps. Bon, j'imagine que ça fait partie d'un accord qui sous-entend plusieurs millions d'euros. Il faut savoir que ces prêts de la Chine ne sont pas du tout gratuits. Encore une fois, j'y reviens dans un instant. Je finis juste l'aspect, tu vois, actualité. Donc, tu en as forcément entendu parler de ces pandas français qui viennent de repartir. Là, La plupart des médias mainstream en ont fait quasiment leur une à un moment donné ou à un autre. Et depuis qu'ils sont arrivés en 2012, il y a une vraie effervescence au parc de Beauval qui, du coup, rien qu'à eux, leur record, le dépassement des 2 millions de visiteurs en 2023, c'est en grande partie dû à ces pandas qui sont très bankable. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que en tout dans le monde, il y a 2500 pandas encore vivants. C'est très peu, c'est une espèce qui est évidemment extrêmement rare. Donc entre 2500 et 3000, dans des réserves, en Chine exclusivement. Mais il y en a 600 qui mastiquent du bambou en captivité, comme je dis dans mon post sur LinkedIn, dans une vingtaine de zoos à travers le monde, pour le plus grand bonheur des foules et des propriétaires de zoos. Encore une fois, ces peluches sont des cash machines. Alors je voudrais profiter de cet épisode sur le panda pour te rappeler des petites choses sur cet animal qui est sans doute un des plus connus du monde, mais qu'on connaît mal au fond. Son nom scientifique c'est Ailuropoda melanoleuca, ce qui veut dire juste la bête aux pieds de chat noir et blanc. C'est ça que ça veut dire, son nom. Et tu le sais, c'est le plus végétarien des 8 espèces d'ours. Il n'y a que 8 espèces d'ours sur Terre, dont l'ours blanc, l'ours brun, l'ours noir, d'autres. Et lui, c'est le veggie de la bande, tu vois. Alors ce qui est rigolo chez le panda, si tu aimes lire un peu les auteurs, les grands naturalistes comme Stephen Jay Gould, il a écrit un beau livre sur le panda qui explique que ce baffreur de bambou est doté d'un faux pouce
qui a l'air d'être un 6e doigt. En fait, c'est pas un doigt, hein. C'est juste un morceau d'os qui a l'air d'être un doigt et ça lui permet d'effeuiller les tiges de bambou, tu vois. Et c'est cette bizarrerie qui a inspiré au biologiste Stephen Jay Gould son célèbre livre Le pouce du panda qui est sorti en 1980. Et dans ce bouquin, il explique que l'évolution du vivant relève plus souvent du bricolage que la création de machines ou d'organismes divinement parfaits, tu vois. C'est intéressant. Donc pour Gould, ces bricolages bizarres sont la preuve de l'évolution et non sa négation. Tu vois, une évolution qui marche au hasard. C'est le hasard qui fait son marché dans l'évolution. Voilà. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, les dernières populations de pandas sauvages, il en reste 2500, 3000, ils vivent dans les forêts de montagne entre 1800 et 3500 mètres. Hein, c'est un peu des... Ils sont alpestres, ils aiment bien les milieux un peu frais, tu vois, de montagne. Et donc ils sont surveillés et protégés dans 26 réserves, dans 6 régions du centre-sud de la Chine. Et il faut que tu saches que les 3/4 des pandas actuels en liberté vivent dans le Sichuan, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Donc après avoir frôlé l'extinction, au XXe siècle, l'espèce, elle est aujourd'hui classée vulnérable et non plus menacée. Tu vois, ça remonte un peu quand même, les Chinois en prennent soin, il faut quand même leur reconnaître ça. Ensuite, bien que classé parmi les carnivores, le panda se nourrit surtout de végétaux. Il a commencé à se mettre à ce régime très bizarre il y a 4 millions d'années, alors que les autres sources de nourriture dans ce coin-là étaient devenues rares. Donc faute de griffes, tu le sais, on mange des merles, enfin du bambou. Dans le sauvage, ce qu'on sait peu, il lui arrive quand même de manger des œufs, des insectes, des petits rongeurs ou des poissons même. Donc son origine de carnivore le rend tout à fait capable de digérer la viande. Mais malgré ça, il engloutit obstinément 20 kg de bambou par jour pour un adulte, et parfois d'autres végétaux. Hein. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que son microbiote est beaucoup plus proche de celui de ses cousins carnassiers ou omnivores, hein, je parle des ours, que de celui des herbivores. Donc il possède, malheureusement pour lui, peu de bactéries typiques des herbivores, telles que les ruminants, qui métabolisent mieux que lui la cellulose, le composant principal du bambou. Donc ça, la conséquence de ce que je viens de te dire, c'est que le panda, le choupi, il passe 15 heures par jour à mâchonner son bambou, et c'est pas pour rien que son nom vient du népali Nigalia ponia, hein, c'est ça qui a donné panda, ça veut dire le mangeur de bambou. Donc tu vois, quand il fait ça, son transit intestinal dure 8 heures. Et comme tous les ours, le raton laveur et le petit panda roux, qui font partie d'autres familles, hein, c'est pas des ursidés, eh bien, le panda géant n'a pas de sécom, tu sais, c'est cette première partie de l'intestin qui est remplie de bactéries qui décomposent les fibres, ce que les sucs digestifs sont incapables de faire. Et donc, en conséquence, il assimile mal la cellulose. Il digère que 17% de ce qu'il ingurgite. C'est mon petit tribute, c'est mon petit poke à Olivier Amand, tu sais, qui parle de robustesse et de non-efficience, de sous-optimalité du vivant. Bah, le panda, c'est encore un animal qui montre bien que non, le vivant, il est très très sous-optimal. Hein. Donc les pousses des feuilles qu'il mange, tu vois, il les mâchouille, mais il ne garde que le cœur. Il recrache l'écorce et d'autres fibres. Bon, maintenant, je te l'avais promis, j'ai envie de te parler du soft power que sont les pandas pour la Chine. Cette pratique, en fait, de cadeaux diplomatiques date pas d'hier. C'est la première chose que je vais te dire. Sous la dynastie des Tang, donc ça c'était de 618 à 907, hein, en gros à l'époque de Charlemagne en France, les empereurs chinois, ils offraient déjà un panda pour sceller un traité de paix ou un rapprochement avec un pays voisin. Ensuite, plus récemment, dans les années 50, Mao Tse-tung, il a réinstitué la diplomatie du panda. Mais en 1984, son successeur, Deng Xiaoping, siffle la fin de la récré, ou plutôt, il affine la notion de cadeau. Tiens-toi bien, à cette époque, il ne restait plus que 1600 individus en Chine. Et donc, face à une opinion publique qui commençait à râler, qui était très conscientisée de leur rareté, eh bien la Chine a transformé le don en prêt à long terme accordé à des zoos étrangers. Des prêts, comme je te l'ai déjà dit, très sonnants et très trébuchants, puisque le zoo de Beauval, on ne sait pas bien, hein, mais il débourserait 800 000 euros par an, 1 million, pour la location de leur couple. Cet argent-là, il sert à financer des centres de sauvegarde, les centres de sauvegarde en Chine, dont je t'ai parlé précédemment. Donc voilà, à partir de ce moment-là, les années 50, 60, 70, le panda, il devient une star mondiale. Hein. Tu sais que la fameuse asso mondialement connue, le WWF, la World Wild Foundation, qui a été fondée en 1961, eh ben, elle en fait son célébrissime logo. Tu sais, c'est le logo du WWF, le panda. Et c'est l'occasion pour moi de saluer leur travail et tous les membres du bureau parisien, dont Yann Laurence. Salut Yann.
Donc pour en revenir à cette diplomatie du panda en France, comme je te l'ai dit, en 2012, il y a Yuanzi et Wanwan, les deux pandas français, qui arrivent à Beauval. Dans quel contexte ils sont arrivés? Eh bien, à cette époque, les dirigeants français venaient de signer un accord commercial avec leurs homologues chinois. Un accord de 20 milliards d'euros quand même, qui concernait entre autres la fourniture d'uranium, oui, pour les centrales nucléaires. Ouais. Donc Yuanzi et Wanwan, tu vois, ils ont été hébergés aux eaux de Beauval, dans le Loir-et-Cher, hein, dans ce fameux Loir-et-Cher chanté par Michel Delpech. Chaque fois que je m'arrête dans le Loir-et-Cher, il me laisse plus partir de chez eux. Et donc tu vois que ce prêt, il n'est pas complètement indépendant des bonnes relations entre la Chine et le pays auquel elle veut faire plaisir. Ensuite, le 25 juillet 2023, le premier panda à être né en France, Yuan Meng, il est reparti dans le Sichuan pour brasser les gènes des élevages. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il rentre aussi. Bien que né en France, c'est ce que je te disais, les rejetons, si difficiles à faire naître, restent la propriété des Chinois. Donc comme je te disais, les pays d'accueil, ils payent une redevance annuelle d'1 million de dollars par couple de pandas. Et ça, c'est une somme qui est réinjectée dans les efforts de conservation. Les prêts, en moyenne, ils durent 15 ans. Après quoi, c'est ce qu'on voit, les pandas, ils doivent retourner en Chine. Si un panda meurt pendant le prêt, des pénalités doivent être payées. Par exemple, en 2023, Lin Hui, donc ça c'est un panda qui était âgé de 21 ans, il est mort de plein de problèmes aux zoos de Chiang Mai en Thaïlande. Et en gros, la Thaïlande a versé 15 millions de bahts, ça fait quasiment 500 000 dollars, à la Chine au titre d'une assurance. Eh oui, tout est prévu. Donc ce modèle du prêt, si tu veux, c'est une façon intelligente de demander aux pays d'accueil d'assumer la majorité des coûts qui sont liés à l'entretien et à la promotion d'un symbole qui est très aimé de la culture chinoise et même mondiale. C'est pas idiot, hein, peut-être qu'on ferait pareil si on avait des pandas en France. Et donc une partie du message véhiculé par la Chine autour des accords commerciaux, c'est qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur des investissements chinois et au-delà de la Chine, tu vois. Et le panda, c'est en ça que c'est du soft power, il complète très bien ce message, en ce sens qu'il incarne l'amabilité, la douceur, la beauté. Ils sont gentils les pandas, tu vois. Donc l'essor de la Chine, aujourd'hui plus puissante et influente que jamais, a rendu ces relations internationales beaucoup plus complexes, en particulier avec l'Occident. Tu sais très bien que les États-Unis, par exemple, de Trump, s'entendent de moins en moins bien avec la Chine. Et tu vois, la preuve de ce que je te dis, c'est qu'en avril 2023, il y avait un panda qui s'appelait Yaya, qui avait été prêté aux États-Unis en 2003. Lui, en 2023, là, quand ça s'est tendu, on l'a prié de rentrer en Chine. Hein. Donc, de soft power, cet animal inoffensif et mignon, il devient aussi, à ce moment-là, le révélateur des tensions entre Pékin et Washington. Tu vois, c'est un exemple concret. Allez, maintenant, je voudrais finir cette causerie sur le panda pour parler un peu de sa reproduction qui est rare et très difficile. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans le sauvage, le panda géant, il se reproduit entre mi-février et fin mars. Et un panda, il devient mature entre 5 et 6 ans environ. Une femelle en chaleur, elle est féconde que 1 à 3 jours. Ça, c'est la première difficulté, le fameux œstrus. Tu vois, il faut taper juste. Hein. Donc ces ursidés, ils sont de nature solitaire. Et ça, oui, c'est ça aussi qui fait que dans le sauvage, c'est pas évident de se rencontrer. Mais lors des chaleurs de madame, eh bien, il y a plusieurs prétendants mâles qui peuvent rappliquer et tenter leur chance. Il n'y a rien qui est acquis a priori. Hein. Donc monsieur propose, madame dispose, elle est très difficile, c'est ce que je vais continuer à t'expliquer. En captivité, c'est beaucoup plus compliqué. Cette espèce de côté difficile de la femelle, là, en captivité, elle n'a pas le luxe de pouvoir choisir le mâle. Donc ça peut la frustrer et l'empêcher d'entrer en chaleur. C'est fou. Donc le premier obstacle au happy end, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup de petits baffreurs de bambou, c'est ce que je viens de te dire, tu vois, ce côté un peu de choisi, ce côté de la femelle qui choisit. Pour tenter de pallier ce problème, les soigneurs contrôlent, figure-toi, l'urine de la femelle pour checker ses niveaux hormonaux et déterminer avec précision ses créneaux love-love. Tu vois, c'est ce qu'ils font en Chine, là, dans les centres de protection des pandas, hein, et d'élevage d'une certaine manière. Le deuxième problème en captivité, il est lié au syndrome de l'enfant gâté. Si tu veux, le panda mâle, il devient vite un pacha. Zéro effort le mec, tu vois. Les plateaux repas sont livrés à heure régulière. Quant à la drague, c'est trop fatigant pour lui aussi apparemment. Donc plus sérieusement, en plus des problèmes psychologiques dus à la captivité, renforcent ce phénomène. Au centre de recherche sur la reproduction des pandas géants de Chengdu, dont je t'ai parlé plusieurs fois, il n'y a que 10% d'entre eux qui parviennent à s'accoupler et 30% des femelles font des petits seulement. Tu vois, c'est très faible pour ce genre d'animaux, si on compare à d'autres. Il y a un troisième problème pour la reproduction des pandas qui est culturel.
les bébés pandas, ils sont séparés de leur mère très jeunes. Donc, ils n'apprennent pas à se reproduire. Les bébés pandas qui sont nés en captivité sont séparés de leur mère très jeunes, trop jeunes. Donc, ils n'apprennent pas à se reproduire. Dans le sauvage, les petits pandas peuvent voir comment papa et maman s'y prennent, s'acceptent ou se refusent. Mais en captivité, c'est rarement le cas. Donc, pour tenter de stimuler leur libido, tiens-toi bien, les scientifiques aspergent les tiges de bambou de fragrances de femelles ou même, tiens-toi toujours encore mieux, diffusent des vidéos porno de pandas en reproduction avec, aurait-on noté, un certain succès. C'est les Chinois qui le disent. Mais si les pandas chafouinent trop, bon là, tu vois, les soigneurs, ils n'ont pas cette patience, ils ont recours à l'insémination artificielle. Donc les premiers résultats ont été obtenus en 1978 au zoo de Pékin. Et de manière générale, là encore, les résultats ne sont pas tip-top. Il y a aussi des aspects biologiques qui font que c'est pas gagné non plus. Alors chez les pandas, un accouplement dure en moyenne 30 secondes. Bim bam et ciao la compagnie. Et s'il réussit, la femelle panda s'isole en gestation à partir de là pendant 5 à 6 mois. Voilà. Et avant la naissance, maman cherche une tanière ou une grotte près d'un point d'eau. Un studio plutôt rigiki, mais facile à protéger des intrus et des prédateurs, mais aussi du froid. N'oublions pas que les pandas vivent dans des montagnes, c'est ce que je te disais au tout début, des montagnes frisquettes entre 1800 et 3500 mètres d'altitude. Donc voilà. Et ensuite, l'éducation du jeune, elle durera 1 an et demi. Donc si tu es un passionné de panda, il suffit que tu tapes baleine et panda pour trouver tous nos épisodes qu'on a fait dans BSG, ou par exemple Panda et Nomen, parce qu'on en a aussi fait, tu sais, dans l'autre frangin de BSG, Nomen, qui raconte les origines des noms des espèces. Donc voilà, tu peux trouver les épisodes qu'on a fait sur le panda. Et j'en parle aussi dans mon livre Nomen, l'origine des noms des espèces. Ce beau livre, ça veut dire qu'il est illustré par Jean Wollenschneider, que je salue au passage. Et il y a tout un passage sur le panda si ça t'intéresse aussi. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très vite. Salut. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant aux éditions de l'Atelier et Nomen, les origines des noms des espèces aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terre Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.